Bonjour Richard, Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici à ton domaine. c'est un plaisir. Pour moi, c'est la première fois que je viens à Tavel et c'est une des premières fois que je viens dans le Rhône, même si on va revenir sur la géographie dont on parlait tout à l'heure. Mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Eh bien, je suis donc Richard Mabille, la troisième génération de ma famille à s'occuper du domaine. Le domaine a été créé dans les années 50 par mon grand-père, mais en fait, on fait du vin dans ma famille depuis 2 siècles. Mais mon grand-père est le premier à avoir créé un véritable domaine, qui embouteille ses vins et qui les vend par lui-même. Ok, donc toi finalement t'as toujours grandi dans le vin ou pas du tout? Alors, j'ai grandi dans le vin, mais après, j'ai fait une longue fugue, puisqu'à 18 ans, je suis parti faire des études d'abord à Montpellier, ensuite à Paris. J'ai travaillé ensuite pendant 16 ans dans la finance Ah à oui. Paris et dans le monde. Et donc, je ne suis revenu au domaine qu'il y a une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir revenir? Alors, en fait, j'ai toujours été très intéressé par le vin et par les affaires du domaine. Mais quand j'étais enfant, ils avaient pas besoin de moi. En fait, mon grand-père travaillait avec ses frères, avec son fils, avec ses gendres, et il n'y a pas vraiment de place pour moi. Et puis ensuite, par la suite, mon grand-père a coupé le domaine en plusieurs morceaux pour qu'il y en ait un morceau pour chacun de ses enfants, et mon père s'est retrouvé seul. Et c'est quand il a voulu prendre sa retraite que je me suis dit: «Je peux pas laisser vendre le domaine, il faut que je revienne». Donc c'était en 2005. Et donc toi t'avais baigné dedans en étant enfant, mais t'en étais quand même un peu parti. Comment ça t'a, enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé? Comment tu l'as ressenti? Alors en fait, je m'étais toujours préparé à revenir au domaine. Je savais Ok. qu'un jour je reprendrais ce domaine. Donc en fait, quand je vivais à Paris, je participais à tous les clubs de dégustation qu'il y avait à l'époque sur Paris. Je goûtais beaucoup de vin, j'en achetais beaucoup, je lisais beaucoup. J'ai suivi des formations, à l'université du vin à Suse-la-Rousse, donc je me sentais assez prêt à reprendre le domaine. Enfin, je me sentais prêt, mais avec un peu du travail. C'est vrai. Alors Oui. du coup, raconte-nous. Donc, t'arrives en 2005. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Enfin, c'est un changement de vie déjà qui est important quand même. Oui. Alors, moi, je dis à mon père vendait bien ses vins à l'époque, c'est de jolis vins, mais je trouvais que ça manquait d'ambition. Moi, ce qui m'a toujours, impressionné à Tavel et l'Irak, puisque les 2 appellations sont voisines et que nous avons des parcelles sur les 2 vignes, c'est que nous avons un terroir extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux terroirs au monde, et je trouve qu'il faut, sur ce terroir-là, avoir l'ambition de faire, un des plus beaux vins du monde. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire depuis que j'ai repris le domaine, en investissant beaucoup à la fois dans notre patrimoine végétal, dans nos vignes, dans les outils de travail de la vigne et dans les outils de vinification pour pouvoir faire les meilleurs vins possibles. Hmm. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'appellation de manière générale, du type de vin qu'on fait ici, des cépages aussi? Moi, je t'avoue que je suis un grand Oui. débutant de Tavel de manière générale, donc je suis preneur que tu nous en dises un peu plus dessus. Alors Tavel est une des plus anciennes appellations françaises, puisque ça a été une des premières appellations à être promulguée en 1936 lors de la création de l'INAO. Mais en fait, l'histoire des vins à Tavel est bien antérieure. En fait, on retrouve des traces de dégustation de Tavel à la cour des papes, donc au XIVe siècle, dans différentes cours européennes. Donc le vin de Tavel était déjà très connu à cette époque-là. Le Tavel, à l'époque, n'était pas forcément un vin qui se voulait être un rosé. Mais comme il était fait sur des terroirs historiques de Tavel qui sont plutôt sablonneux, on produisait des vins rouges qui étaient assez légers en couleur. Et je pense qu'au fil du temps, on a commencé à présenter ça comme des vins rosés, notamment en 1936, quand il a fallu faire entrer chaque vin dans des cases. On a dit, OK, bon, c'est pas un rouge, c'est pas un blanc, on va appeler ça un rosé. Donc, depuis 1936, on revendique ce terme de rosé, alors qu'avant, c'est simplement des vins de Tavel. Entendu. Et en termes de cépage, justement, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, en termes de cépages, on est, comme nos voisins Châteauneuf-du-Pape, on cultive un grand nombre de cépages. Je crois qu'on en a 9 qui sont autorisés sur Tavel. Le cépage principal est le Grenache, Ok. aussi bien en blanc, en rouge qu'en gris. On a aussi beaucoup de cinsault, et puis ensuite du Syrah, du Mourvèdre, et puis plusieurs cépages blancs comme le Bourboulenc, le Picpoul, la Clairette. On a également un petit peu de Carignan.
Mais je dirais que les 2 cépages principaux sont Grenache et Cinsault. 2 cépages qui sont intéressants pour du rosé parce qu'ils apportent beaucoup de fruits et qui sont assez complémentaires puisque le Grenache apporte beaucoup de rondeur et le Cinsault, pardon, apporte beaucoup de fraîcheur. Ouais, c'est clair. Donc du coup, essentiellement des vins d'assemblage, je suppose, dans la tradition. Oui, oui, oui. Tous les vins de Tavel sont des vins d'assemblage. Ok. Toujours plusieurs cépages. Et comment tu fais moi, c'est en fait ce qui m'intrigue un peu sur Tavel, c'est que et je pense aussi sur les vins que tu peux faire, c'est que c'est une appellation qui a une grande histoire Oui. que tu mentionnes, mais pour autant que je trouve, mais peut-être parce que je suis néophyte, mais que je trouve pas extrêmement répandu ou connu, en tout cas. Donc, comment est-ce que tu vois ce défi? Comment est-ce que tu vois aussi la commercialisation de ces vins? Enfin, tu vois, quand tu dis je fais du Tavel, est-ce que t'as un écho? Est-ce que les gens se disent mais attends, c'est ouf? Enfin, comment tu vois un peu tout ça? D'accord. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, Tavel a effectivement une longue histoire. Si on remonte 30 ou 40 ans en arrière, enfin même 20 ans en arrière, 25 ans, allez. Il y a 25 ans, on était considéré comme le roi des rosés, le premier rosé de France, etc. Ah ouais? On était vraiment le rosé le plus connu et celui qui se vendait le mieux. Et puis, une vingtaine d'années, les Provençaux se sont lancés à corps perdu dans la production de vin rosé et ont imposé un nouveau style avec des rosés qui étaient assez légers en couleur, assez légers en alcool et en concentration tannique également. Donc, ils ont imposé un nouveau style de rosé qui s'est très bien vendu, aussi parce qu'il avait une force de frappe très différente de celle de Tavel. Tavel, c'est 1000 hectares, ce qui est minuscule comme appellation. Titre d'exemple, les rosés de Provence, je pense qu'aujourd'hui, ils ont entre 25 000 et 30 000 hectares consacrés à la production de vin rosé. Donc effectivement, lorsqu'ils veulent faire imposer un nouveau style sur le marché, lorsqu'ils veulent le faire connaître, communiquer là-dessus, ils ont des moyens qui sont inabordables pour Tavel. Donc ils ont imposé ce nouveau style. Ce style a été copié par de nombreux autres producteurs de vins rosés en France et ça a eu beaucoup de succès. Du coup, Tavel est un peu tombé dans les oubliettes et n'était connu plus que par une poignée d'amateurs. Alors je dirais quand même que même en France, même la plupart des restaurants gastronomiques gardaient quand même un Tavel à leur carte, hein, et les amateurs continuaient à boire du Tavel. Mais c'est vrai qu'on n'était plus le rosé à la mode. Heureusement, Tavel était aussi très connu à l'export. En fait, si vous prenez n'importe quel livre sur le vin dans le monde entier, il parlera de Tavel et il évoquera notamment le fameux slogan Tavel, premier rosé de France, qui a été connu et admis dans le monde entier. Donc nos vins avaient quand même un fond de notoriété en France et avaient aussi une notoriété importante à l'étranger. Donc les vins de Tavel sont toujours assez bien vendus, même si depuis 20 ans, c'était pas le rosé à la mode. Après, je trouve que depuis 5-6 ans, il y a un regain d'intérêt pour les vins de Tavel et les rosés de terroir en général. Parce qu'en suivant l'exemple des rosés de Provence, beaucoup de producteurs sont mis à faire du rosé, des rosés le plus clairs possible et qui manquaient parfois de personnalité. Aujourd'hui, on se retrouve sur le marché avec de très très bons rosés clairs, mais aussi des rosés dont on a du mal à distinguer la couleur rosée, qui ont très peu de concentration, très peu de longueur en bouche, qui sont très peu expressifs, mais qui simplement ils plaisent parce qu'on peut les servir dans un grand verre avec des glaçons. Donc les gens, nous, ce qu'on constate, c'est un peu une désaffection de certains consommateurs pour ces rosés qui ont de moins en moins de personnalité et une recherche de rosés qui ont plus de caractère. Par exemple, il y a une association qui a été créée un peu sous l'égide de Tavel, mais d'autres appellations il y a quelques années, qui s'appelle les Rosés de Terroir et qui marche très très fort, qui réunit des producteurs de rosés de terroir du monde entier. Et vraiment, ce sont des rosés qui ont de la personnalité, des rosés de gastronomie, des rosés de garde, qui ont autre chose à dire que certains rosés trop clairs et trop banals. Ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis et nous enfin moi je le vois aussi dans d'autres appellations où tu vois que bah justement on essaie de complexifier le rosé ou d'apporter de nouvelles choses au rosé
via de l'élevage un peu différent, enfin des techniques de vinification Oui. parfois un peu différentes. D'ailleurs, toi, en termes de vinification, comment ça marche? Alors voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le rosé n'a pas vocation à être simplement un vin de piscine qui se boit avec des glaçons dans des grands verres. On peut faire de véritables, de grands vins, rosés. Alors pour ce faire, il faut vraiment extraire. Bon, il faut avoir un joli terroir, ce que nous avons la chance d'avoir à Tavel, mais aussi il faut mettre en place des techniques de vinification qui permettent de vraiment de tirer tous les arômes que l'on peut obtenir d'un grain de raisin. Alors, il y a quelque chose auquel nous sommes très attachés à Tavel, c'est que nos rosés sont des rosés de macération. C'est-à-dire que lorsque nous récoltons le raisin, nous le faisons macérer des grains entiers. Alors que beaucoup de producteurs de rosés, pour faire des rosés très clairs, pressent les grains dès qu'ils arrivent en cave. Donc, ce faisant, ils éliminent la peau du raisin qui pourtant contient autant d'arômes que la pulpe du raisin. Donc nous, à Tavel, on tient à faire macérer l'ensemble, donc à garder pulpe et peau pour vraiment avoir les vins les plus aromatiques possibles. Donc ça, c'est une des premiers secrets de Tavel, une des premières recettes du Tavel pour avoir beaucoup d'arômes, surtout faire macérer cette peau qui contient des arômes très intéressants. La peau du raisin contient également autre chose que des arômes, elle contient beaucoup de tanins. Mmh. Et en extrayant ces tanins que l'on a dans la peau du raisin, comme on le fait à Tavel, ça donne des vins qui ont plus de consistance en bouche et qui surtout ont un potentiel de garde intéressant. Aujourd'hui, vous avez des Tavel qui peuvent vieillir 10 ans, 20 Ah ans ouais? et qui, en plus en vieillissant, développent une palette aromatique complètement différente qui peut également donner des accords mets-vins extrêmement intéressants. Incroyable. Voilà. C'est clair que Donc, ça ouvre le champ des possibles en tout cas tout à fait. avec ça, ouais. Nous, aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de restaurants gastronomiques, de restaurants étoilés, qui font des accords mets et vins extraordinaires avec le Tavel, des accords mets et vins qu'on peut pas faire avec des rosés trop légers. C'est clair. Alors me dis pas tout de suite les accords mets et vins parce qu'on va déguster dans quelques minutes et comme ça je te dirai ce que j'aurais eu envie de Oui, manger avec en même temps. Peut-être plus pour revenir sur ton histoire. Donc tu arrives en 2005 au domaine ici. oui. Comment ça se passe la transition ou la passation? Est-ce que Alors, tu prends tout de suite en main le domaine ou est-ce que vous restez un peu tous les deux pendant un peu de temps ici? alors, j'ai voulu effectivement, vous savez, pour évoluer dans le domaine du vin, ça prend beaucoup de temps. On ne fait qu'une vendange par an, Ouais. donc ça prend du temps pour faire évoluer le style d'un vin. Donc j'ai voulu me lancer, comme j'avais déjà 40 ans, j'ai voulu me lancer à corps perdu là-dedans et dès le départ, j'ai à peu près tout changé OK. dans la façon de travailler du domaine. Bon, ce qui n'a pas été tout à fait du goût de mon père, il a fallu quelques années pour s'y faire et s'y habituer. Non, mais dès le départ, j'ai vraiment tout changé, parce que je savais que je mettrais beaucoup de temps à voir le résultat de toutes ces évolutions, donc il y avait pas de temps à perdre. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on a changé? Ben, on a changé les méthodes culturales. J'ai signé de suite le contrat d'agriculture durable pour travailler de manière, bio. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de travail du sol. On est passé en vendange manuelle. On a multiplié les interventions en vigne, comme les bourgeonnages, les vendanges en verre, et cetera. Donc tout ça dès la première année. Ensuite, en cave, on a également changé beaucoup de choses. Alors j'ai changé d'œnologue. OK. J'ai commencé à travailler avec un œnologue extraordinaire qui s'appelait Philippe Camby, qui malheureusement nous a quittés, il y a quelques années. Donc on a changé complètement les méthodes de vinification en faisant des macérations plus longues, des macérations à plus basse température, des fermentations également plus longues, des élevages plus longs. Donc tout a évolué. OK. Et donc tu constates le résultat, tu commences à en constater le résultat parce que bon là on est quoi? On est 17 ans après, ça Oui, prend du temps forcément. tout à fait. Est-ce que tu as vu la vigne évoluer un peu différemment justement? Tu parles aussi de ton patrimoine végétal que tu as renouvelé ou en tout cas dans lequel tu as peut-être investi. Oui. Quel résultat est-ce que tu vois 15 ans après? Alors effectivement, je trouve que nos vignes se portent beaucoup mieux aujourd'hui. Par exemple, je n'aime pas trop l'arrosage. On a la possibilité d'arroser, 1/3 de notre vignoble, mais j'essaie de le faire vraiment avec parcimonie. En général, je faisais 1 année sur 5. Et par exemple, en arrosant assez peu ces vignes, en travaillant le sol, on voit qu'on favorise un environnement beaucoup plus profond Mmh. des vignes,
des vignes, et que donc ça donne des vins qui ont beaucoup plus de personnalité, et des vignes qui résistent beaucoup mieux à la sécheresse. Ensuite, sur le profil des vins, les vins ont beaucoup évolué. Je pense qu'on a des vins qui ont beaucoup plus de personnalité, qui ont une richesse, une diversité aromatique beaucoup plus importante, et vraiment un potentiel de garde extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que nous produisons 11 cuvées différentes. Et bon, j'ai dû travailler sur chacune des cuvées pour qu'elle trouve sa place dans la gamme, et que ça donne quelque chose que j'aimais, qui avait vraiment son fondement et sa place dans la gamme, comme je disais. Donc ça a pris du temps, et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment cette gamme est en place. On a 11 bébés qui ont chacun leur caractère, leur personnalité, et puis leur usage à table. C'est pas des vins qu'on va boire au même moment, avec les mêmes mets, mais chaque vin aujourd'hui a son intérêt. Formidable. Donc tu nous as dit, vous êtes présent en restauration, Oui. donc restaurant gastronomique, restaurant étoilé. Où est-ce qu'on peut trouver tes vins de manière générale? Alors, d'une manière générale, nous travaillons beaucoup avec les cavistes. Ok. Donc nous, on a 3 clientèles en France, hein. Ce sont les cavistes, les restaurants et les particuliers. Donc on travaille beaucoup avec les cavistes, parce que moi, c'est une clientèle que j'apprécie. C'est une clientèle, généralement, une cave est gérée par un amateur de vin qui sait de quoi il parle, avec qui on peut vraiment dialoguer, expliquer son travail. Donc pour moi, c'est passionnant de travailler avec des cavistes. Alors que des fois, dans certains restaurants, vous n'avez pas de sommelier, vous n'avez pas d'interlocuteur qui connaît bien le vin. Donc la restauration, c'est parfois un peu frustrant pour nous. Même s'il y a effectivement de très bons sommeliers, de très bons restaurants, avec qui on travaille de plus en plus. Donc voilà, où vous trouvez nos vins, essentiellement chez des cavistes, ensuite chez des restaurants, et puis ensuite on travaille beaucoup à l'étranger. Ah oui. C'est quoi un peu les pays justement qui consomment beaucoup Tavel? Alors nous exportons à peu près la moitié de notre production, avec beaucoup d'exportations en Europe Ok. du Nord. Notre principal marché, c'est l'Angleterre. On travaille Ok. beaucoup aux Pays-Bas, en Belgique. Ensuite, nous exportons également beaucoup en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, évidemment. En Asie, alors effectivement, le Tavel va très bien avec la cuisine asiatique, donc on vend de plus en plus en Asie. Donc que ce soit le Japon, la Corée, Taïwan, le Vietnam, j'oublie sans doute 1 ou 2 pays. On travaille en Europe de l'Est. Alors, nous, on fait pas de jaloux, on travaille aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Il y a des amateurs de vin dans ces 2 pays, et on a plaisir à travailler avec eux, où qu'ils soient. Après, on a ce qu'il y a de fou avec Tavel, c'est que vraiment, c'est vraiment connu dans le monde entier. Donc Ouais, c'est ça qui est dingue. là, ces 2 dernières années, on a commencé à travailler, par exemple, en Bulgarie, aux Philippines, qui sont des pays que je n'avais jamais prospectés, et j'étais étonnant de voir qu'ils avaient un bon niveau de connaissance du Tavel. Ouais, je pense que de manière générale, c'est le cas dans le vin, et je trouve que c'est ce qui est assez spectaculaire, un peu ce grand écart entre avoir les pieds dans la terre, être dans la vigne, avoir un produit qui est ultra local, ultra localisé, et en même temps une distribution qui est possible dans le monde entier. Oui. Enfin, c'est assez spectaculaire en fait comme. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, qui m'étonnait toujours quand j'ai démarré. C'est quand j'ai démarré en 2005, je passais beaucoup de temps dans les vignes. Mais en même temps, vu qu'on a fait beaucoup évoluer le style des vins, il a fallu renouveler notre clientèle, parce que trouver des vins qui soient des clients qui soient à la recherche de ce type de vin. Donc avec mon épouse, on parcourait le monde entier pour rencontrer de nouveaux clients, faire connaître nos vins. Et c'est vrai que je passais du temps je passais 1 semaine dans les vignes, et la semaine d'après, je pouvais être à New York, à Chicago et à Detroit à présenter nos vins. Donc c'est assez amusant, oui. Ouais, c'est clair. Oui. C'est clair. Et écoute, je te propose qu'on découvre les quelques vins que tu nous as sélectionnés. Tout à fait. Si c'est good pour toi. Alors du coup, t'en as sélectionné 3. Oui. Écoute, je te laisse la main. C'est toi le spécialiste, évidemment. Alors, nous avons 3 cuvées de Tavel. La première cuvée s'appelle la Forcadière. Ça, c'est vraiment notre cuvée historique, celle que faisait mon grand-père, celle que faisait mon père. Cette cuvée-là est un assemblage des 9 cépages qui sont cultivés sur l'appellation Tavel. Ok. Donc, je dis toujours que c'est un Tavel assez typique de ce qu'on peut faire à Tavel, d'autant plus que nous sommes un des rares domaines à Tavel à cultiver ces 9 cépages, mais à les cultiver sur les 3 terroirs caractéristiques de l'appellation. Donc c'est vraiment un rosé assez typique, un Tavel assez typique.
Donc là, il y a les 9 cépages à l'intérieur. C'est Voilà. un assemblage complet. Voilà, vous avez Dans les dans 9 des proportions cépages, mais différentes, il y a quand même évidemment. oui, il y a une dominante de Grenache et Cinsault. Ok, ok. Ensuite, il y a une autre cuvée que j'ai créée quand j'ai repris le domaine en 2005, qui s'appelle Primadone. Primadonna. Primadone, c'est une cuvée qui est faite à partir de raisins provenant uniquement du terroir de Galets-Roulés. Moi, c'est vraiment le cépage que j'affectionne le terroir, pardon, Ouais. que j'affectionne le plus à Tavel, et je tenais absolument à faire une cuvée issue de ce terroir-là. Alors les galets roulés, peut-être pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, Oui, c'est un terroir qui est assez caractéristique. oui. Alors d'ici, de la région du Rhône, de manière générale, enfin de certaines zones dans le Rhône. Alors, c'est un terroir qui est assez répandu dans le sud de la vallée du Rhône, que l'on trouve à Châteauneuf-du-Pape, Lirac, Tavel, un petit peu en Costière de Nîmes. C'est un terroir qui ressemble beaucoup au terroir du Médoc. En fait, c'est quoi l'histoire de ce terroir? Ce sont des rochers qui ont été arrachés aux Alpes par le Rhône à l'époque préhistorique, il y a 3 millions d'années, qui ont roulé sur des centaines de kilomètres. En roulant, ils ont rapeti, Cassé, devenu ils se sont polis, et ils sont déposés dans notre région, qui était la première zone plane dans le lit de la vallée du Rhône. Et ça donne un terroir extraordinaire. Ils ont eu le même phénomène dans le Médoc, en Bordeaux, cette fois avec la Garonne qui arrachait des galets, des rochers aux Pyrénées, et qui se sont déposés dans le terroir du Médoc. C'est clair. Et le troisième? La troisième cuvée s'appelle Libiamo. Donc là aussi, ça provient du terroir de Galets-Roulés. Alors, le Primadone, c'est Grenache noir et Grenache blanc. Grenache noir et Cinsault. Libiamo, c'est Grenache noir et Grenache blanc. Et sur cette cuvée-là, on a un élevage en fût, plus exactement en demi-muit, des fûts de 500 litres. Okay. Alors que les deux autres Tavel sont élevés en cuve. Ok. Moi, j'ai une question pour toi qui est évidemment un peu bête ou un peu naïve, mais les vins que tu fais ont des noms qui sont un petit peu à consonance italienne. Enfin, je crois qu'il y a Primadonna, etc. Pourquoi avoir choisi ces noms de cuvées? Alors en fait, c'est pas la consonance italienne que je recherchais, même si je suis d'origine italienne et que j'aime beaucoup l'Italie. Donc ça aurait pu être cette recherche-là. Okay. Non, en fait, j'avais deux passions depuis que je suis enfant. J'ai deux passions, c'est le vin et l'opéra. Donc tous ces noms que j'ai donnés aux cuvées que j'ai créées sont issus de l'univers de l'opéra. Vous avez des titres d'airs d'opéra comme Casta Diva ou Nessun Dorma. Vous avez des styles d'opéra comme Bel Canto. Primadone, c'est la chanteuse principale d'un opéra. Et Libiam, qu'on va déguster tout à l'heure, c'est effectivement le titre d'un air d'opéra également. Écoute, si j'allais un petit peu plus à l'opéra, j'aurais eu une meilleure question. Mais j'ai prévu d'y aller davantage là au deuxième semestre. Je vais en voir deux assez prochainement. Voilà, mais vous en saurez plus sur ces airs d'opéra. Grave. Alors, nous allons commencer par goûter Forcadière. Ça roule. Donc, la cuvée historique du domaine. Merci beaucoup. Est-ce que Marine, tu pourrais nous annoncer le crachoir peut-être? Ouais. Donc, Forcadière. Donc, ce nom-là vient du nom de la première vigne qu'avait acheté mon grand-père dans les années 50. Assemblage de 9 cépages, comme je disais, avec une dominante, comme souvent en Tavel, de Grenache et de Cinsault. Donc là, on est vraiment sur des arômes de fruits frais, des arômes de fruits rouges, de fraises, de framboises, de groseilles. Et en bouche, vous avez une certaine concentration, beaucoup plus de concentration que sur des rosés de Provence, par exemple. Et puis, vous avez surtout la longueur en bouche qui est caractéristique des vins de Tavel. C'est-à-dire que le vin reste en bouche de longues secondes après que vous l'ayez goûté. Ouais, c'est ultra intéressant, je m'attendais pas du tout à ça en ici, et effectivement la longueur que tu mentionnes est ultra agréable. Je trouve qu'il y a une rétro-olfaction derrière qui est vraiment sympa. Ouais. Tout à fait. Alors malheureusement on a sorti la bouteille du frigidaire il y a déjà un moment. Le vin est un petit peu chaud, on peut le boire un peu plus frais que ça. Donc ça c'est un vin qui peut se boire à l'apéritif, qui se suffit à lui-même, ou que je conseille sur des mets légers. Sur la cuisine italienne justement, les cuisines méditerranéennes en général, sur des tapas, sur des salades, la cuisine asiatique, sur des poissons, sur des viandes blanches.
Après, les autres cuvées vont demander des mets un peu plus travaillés, un peu plus consistants, je trouve. Ouais, c'est clair. Je trouve que t'as pas encore le. Donc là, tu m'as dit attends, un élevage en cuve dedans, c'est ça? C'est un élevage Ok. en cuve, tout à fait. Et ouais, je trouve que la structure, enfin, la description que tu m'as fait des vins précédemment, je m'attendais à une structure tannique peut-être un peu plus puissante ou un peu plus présente. Et au final, je trouve que c'est présent, mais ça reste élégant, quand même un peu discret. Enfin, c'est le toucher de bouche reste agréable, quoi. Alors nous essayons d'extraire des tanins pour faire nos tavelles et que ce soit des vins avec de la consistance, de la longueur et de la garde. Mais par contre, on recherche des tanins qui sont vraiment bien mûrs pour qu'en bouche, ça ne soit pas astringent. Ouais, exactement. Donc en fait, nos raisins pour faire du tavel sont cultivés, sont ramassés comme des raisins destinés à faire des vins rouges. C'est-à-dire qu'on recherche la maturité phénolique. Donc les tanins sont là, ils sont présents, mais ils sont soyeux, ils sont veloutés, ils sont pas du tout astringents, ils vous collent pas les gencives contre les dents. Exactement. Voilà. ça fait du bien. Ouais. On passe du coup au deuxième. Le deuxième tavel, qui s'appelle donc Primadone. Primadone, c'est ça. Donc ça, c'est la première cuvée que j'ai créée quand j'ai repris le domaine et qui a beaucoup de succès. Alors malheureusement, on n'en produit pas autant qu'on le voudrait parce que ça provient uniquement de nos terroirs de galets roulés et on veut garder quand même dans la première cuvée que nous avons goûté précédemment des raisins issus du terroir de galets roulés. Donc on limite un peu la production de cette deuxième cuvée. Donc là, on va avoir de suite plus de concentration. Plus de concentration et des arômes de fruits plus mûrs. On va être sur de la cerise, sur vraiment de la confiture de fruits rouges. On a également des arômes d'agrumes, des arômes un petit peu anisés, un petit peu épicés. On a plus de tout en fait sur cette cuvée. On a une plus grande concentration en bouche. C'est un vin vraiment qui remplit la bouche dans toute sa largeur et qui est également long en bouche. Donc ça, pour moi, ça peut se boire par lui-même pour le plaisir, mais on peut faire des accords mets et vins extraordinaires. Ça va très bien avec toutes les volailles, avec des viandes rouges comme le veau. Ça va très bien avec des poissons. Ça, ouais. Ça va avec un ossobuco, avec un tagine. On peut le tester avec vraiment beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que je te rejoins. En tout cas, ça me donne faim. Ça, c'est sûr. Et ouais, je te rejoins complètement sur les accords. Moi, je trouve qu'il y a une note un peu épicée, poivrée aussi dedans. Je sais pas si tu le ressens. Tout à fait. Ça, mais tout à fait. Alors, une note épicée et poivrée, on l'a souvent sur le tavel. En fait, ce sont des arômes qui proviennent du grenache. Ces arômes épicés typiques du grenache. On dit aussi parfois les arômes de garrigue. Donc on a ça à la fois sur toutes nos cuvées en fait. Alors parfois c'est masqué par le fruit, et des fois on le ressent un peu plus. Ultra intéressant, merci beaucoup. Alors moi je suis vraiment très très content parce que ce rosé marche très très bien, ce tavel marche très bien et vraiment il fait beaucoup parler de lui. Et par exemple vous avez le magazine Decanter qui a la réputation d'être le plus grand magazine de vin au monde. Après nous, mais qui vient de faire sa une sur ce vin-là. Alors que dans le magazine, il parle de tous les grands vins de Provence, de tous les grands rosés du monde. Donc ça fait plaisir de voir que Tavel à nouveau faire la une de grands magazines. Non, c'est clair. C'est clair. Bah effectivement, ouais, si vous cherchez à découvrir les vins de Tavel, venez. Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes curieux, donc découvrez les vins de Tavel si vous les connaissez pas. Et d'ailleurs, on peut venir ici. Tout à fait. Un peu plus tôt, là, on a croisé des personnes qui dégustaient. Donc vous accueillez du public ici. Exactement. Nous avons un cabot de dégustation. Nous sommes très heureux de recevoir des clients tous les jours. Nous sommes ouverts tous les jours la semaine et le samedi pendant la belle saison. Magnifique. Et ben alors, vous savez où venir. De toute façon, les liens sont évidemment dans la description et que ce soit dans la description de la vidéo ou dans la description du podcast. Donc venez ici. Dites-leur que vous êtes venus de ma part, comme ça vous serez encore mieux reçus, même si je doute pas du tout de la qualité de l'accueil que vous devez avoir ici.
Et donc du coup, on passe sur le Et troisième. voilà, on va goûter le troisième Tavel. Alors lui, je vous préviens un petit peu, c'est un peu un ovni. Hein. C'est un Tavel très très original, donc il s'appelle Libiam. Donc là aussi, ce sont des raisins qui ne proviennent que du terroir de Guéléroulé, mais ce vin-là est vinifié et élevé en fût de chêne. Ouais. Donc c'est assez rare de trouver des vins rosés qui sont vinifiés en fût. Donc nous utilisons des fûts qui sont assez spéciaux. Ce sont des fûts qui sont faits spécialement pour nous, avec des douelles, avec du chêne qu'on fait sécher pendant 3 ans avant de fabriquer le fût. Pour que ça ne relargue pas trop d'arômes dans le vin, pour qu'à la fin on ne sente pas les arômes du chêne, les arômes toastés, vanillés, etc. Ouais. Moi j'utilise le chêne simplement pour permettre une oxygénation ménagée du vin et donc une évolution, une expansion des arômes. Je ne cherche pas à remplacer les arômes naturels du vin par les arômes du fût. Donc là vous avez une vinification qui est assez longue en fût de chêne. On passe à peu près 1 mois dans les fûts et ensuite un élevage de 9 mois en fût de chêne. Donc ça donne un vin avec des arômes tout à fait étonnants. C'est vraiment très très... Déjà au nez, c'est étonnant, ouais. Ouais. Mais on sent que ça c'est un vin aussi de... je l'ai pas encore dégusté, mais on sent que c'est aussi un vin de gastronomie, quoi. J'ai hâte de le déguster parce que je pense qu'en termes d'accords, en termes de plats que tu peux réussir à faire avec ça doit être vraiment sympa. Ouais. Donc là, vous avez un fruit vraiment extraordinaire, une explosion de fruits en bouche. Vous avez même de la sucrosité. C'est-à-dire la sensation que le vin est sucré, alors qu'il ne l'est pas du tout. Il reste pas du tout de sucre résiduel. Mais ça, c'est le fût. C'est l'élevage en fût qui apporte cette sucrosité, donc cette sensation de douceur. Et puis vous avez une grande longueur en bouche. Et puis surtout, les tanins sont très soyeux. Pour moi, c'est vraiment de la soie en bouche. Ouais, c'est clair. En fait, personnellement, je suis très sensible à la notion de toucher du vin. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le vin fait fonctionner l'ensemble des sens, notamment le toucher. Et je trouve que c'est particulièrement vrai pour ce vin, où on a une sensation très agréable de douceur, lorsqu'il est en contact avec la langue. Ouais. Alors, sur les accords mets-et-vins, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Là, on peut s'amuser. Là, on peut s'amuser. Il y a quelque temps, j'étais aux États-Unis, et sur un wine dinner, et je vois sur le menu que le chef avait préparé une escalope de foie gras aux agrumes. Avec ce vin-là. Sincèrement, j'y croyais pas. Ça m'a vraiment surpris. Et c'était fantastique. C'était extraordinaire. Ça va très bien également avec de ossobuco, avec des crustacés. Alors, avec la plupart des crustacés sous toutes leurs formes, que ce soit grillé, parce que la chair du crustacé se marie très bien avec la chair de ce vin. C'est une très bonne idée, ouais. Mais avec des crustacés en sauce, ça va également très très bien. Une langoustine un peu travaillée, ouais, voilà. C'est très très bon. Oui. Magnifique. Effectivement, ouais, c'est très différent. Il y a Marine qui est au bout de la table, qui profite pas du même moment que nous. Mais... Coucou. Tu écouteras tout à l'heure. Mais non, ouais, c'est ultra intéressant. Ouais. Je me demande si là, nous on est spoilé, mais si je devais les faire déguster à d'autres personnes, je pense que je le tenterais même dans un verre noir pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Là, si on m'enlevait, les gens sont vraiment perdus. Si on m'enlevait la couleur, je sais pas trop ce que je dirais. Après, je suis pas le plus grand expert en tavel de manière générale, mais les gens sont perdus. Alors nos rosés, nos tavels les plus légers, il y a des gens qui prennent ça pour du blanc. Et par contre, des vins comme ça, vous avez des dégustateurs qui prennent ça pour du rouge. Alors d'ailleurs, je voudrais dire quelques mots là-dessus. Moi, j'ai de plus en plus tendance à présenter nos tavels comme des rouges légers, plus que comme des rosés. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête du consommateur, un rosé, c'est forcément un vin très très léger, que ce soit en couleur, en arôme et en consistance en bouche. Alors que Tavel, c'est pas du tout ça. Tavel, c'est vraiment, d'abord, d'un point de vue technique, c'est vinifié comme un vin rouge, puisque vous n'avez pas de pressurage dès que les vins arrivent en cave. Vous avez une macération des grappes qui est de 1 à 3 jours, alors que pour un rouge, c'est plusieurs semaines ou plusieurs jours. Mais donc, le process de vinification est celui des vins rouges. Mais effectivement, les macérations sont pas aussi longues, donc on a moins de couleur qu'un vin rouge. Mais nos vins se rapprochent beaucoup plus, donc d'un point de vue technique, mais d'un point de vue organoleptique, des vins rouges que des vins rosés. Donc maintenant, je préfère les présenter comme des rouges légers que comme des rosés foncés. C'est un détail qui fait parfois la différence aussi, je pense, dans l'esprit du consommateur.
qui a justement qui cherche peut-être des choses différentes aussi, donc clairement. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter du coup pour la suite? Donc là, ça fait 15 ans que tu es ici, que tu développes l'entreprise, la gamme. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter et qu'est-ce qu'il faut souhaiter au domaine Mabi? Alors déjà, une belle récolte pour cette année. Ça serait bien, ça part bien, non? Ça part bien, ouais. Ça fait depuis 2016, on n'a pas une récolte normale. Tous les ans, on a un aléa climatique ou un autre qui nous fait perdre une partie de la récolte. Et ça, c'est vraiment extrêmement frustrant. Surtout quand on travaille toute l'année pour produire de beaux raisins et qu'on en perd la moitié pendant l'été qui précède la récolte. C'est vraiment très frustrant. Donc là, cette année, on a une très belle récolte qui s'annonce et on aimerait bien la garder. Voilà. Ensuite, écoutez, moi, je suis un vigneron heureux, hein. Nos vins ont une belle reconnaissance. Toutes les semaines, on démarre avec de nouveaux cavistes, avec de nouveaux restaurants. Et bon, c'est passionnant. C'est génial. Donc, on rencontre de nouveaux consommateurs, on explique ce qu'on fait. Et voilà. Depuis 3-4 ans, on a franchi le pas pour faire certifier nos vins bio, même si on travaille déjà en bio auparavant, mais on n'est pas demandé la certification. Et c'est vrai que ça nous a ouvert de nouvelles portes. Ouais. Ça rassure les consommateurs. Donc, alors avant, on les rassurait, on les menait dans nos vignes, ils voyaient le travail qu'on faisait. Mais bon, tout le monde n'avait pas la possibilité de venir voir nos vignes. Donc maintenant, le petit macaron vert sur la contre-étiquette nous aide un petit peu. Voilà, écoutez, moi, non, ce qu'il faut nous souhaiter, voilà, de belles récoltes et la possibilité de rencontrer de nouveaux consommateurs pour leur présenter nos vins et leur faire se rendre compte que les rosés, c'est pas que du rosé de Provence, c'est aussi des rosés de terroir, de garde, de caractère, qui ont beaucoup de choses à raconter. C'est clair. Si tu avais l'opportunité de te croiser à nouveau en 2005 et de te glisser un petit mot dans l'oreille au passage, qu'est-ce que tu te dirais à cette époque-là? Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, attention Richard, ça va être plus dur que tu le croyais. C'est vrai, tu sous-estimais un peu Oui. le travail? Oui, je sous-estimais tout le travail qu'il y avait à faire. Effectivement, il a fallu renouveler toutes nos méthodes culturales, renouveler une partie de nos vignes, renouveler tout le matériel de vinification. Il y a eu un boulot de dingue. Donc peut-être que je me serais plus entouré. Enfin, si c'était à refaire, je m'entourerais un peu plus pour ne pas porter toute cette charge de travail tout seul parce que ça a été un peu lourd. Mais bon, maintenant, ça. Maintenant, tu peux savourer aussi le résultat de tout ça. L'essentiel du travail est fait. Mais après, il faut se remettre en question tous les ans. Hein. C'est clair. Mon grand-père me disait toujours qu'il avait fait 40 vendanges et qu'elles étaient toutes différentes. Il m'a dit ça quand moi j'en étais à ma 10e. Là, je me suis dit, il exagère un peu. J'en ai fait 10. Je crois que j'ai fait le tour du problème. Et effectivement, la 11e n'avait rien à voir avec les 10 précédentes. Donc, je crois qu'effectivement, chaque vendange est différente des autres et qu'il faut s'adapter à chaque vendange et ça, c'est un challenge qui est passionnant et qui fait aussi qu'on ne s'ennuie pas. Hein. Sinon, ça, c'est clair. Si toutes les récoltes étaient pareilles, ce serait moins fun. Oui, on s'embêterait peut-être vite et on se réorienterait vers autre chose. C'est clair. C'est Gérard Bertrand qui m'avait raconté l'anecdote pareil de son père ou son grand-père, je sais plus trop, qui lui avait dit c'est bien que tu commences à 15 ans ou 20 ans parce que quand on aura 50, t'auras déjà fait 30 vendanges et c'est comme ça que t'apprends, que tu progresses. Donc, ouais, je comprends complètement ce que tu veux dire. Top. Merci beaucoup, Richard, pour cette découverte. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui te tenait à cœur? Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet, je pense. Hein. Après, c'est mes vins qui parlent le mieux d'eux-mêmes. Hein. Je conseille à tout le monde de les goûter, de pas hésiter à les laisser vieillir en cave aussi, ils seraient très bien. Et voilà, goûtez tes vins de Tavel, goûtez tes rosés de garde, des rosés de terroir, et vous verrez qu'il y a autre chose entre les vins rouges et les vins rosés très très pâles. C'est clair. Effectivement, essayez de trouver ces vins. Si vous n'arrivez pas à les trouver, vous m'envoyez un message, je les trouverai pour vous, il n'y a pas de problème. Maintenant, on se connaît avec Richard. Il me reste 3 questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente? Des dégustations coup de cœur, j'en fais toutes les semaines. Je passe mon temps à faire des échanges de vins avec des vignerons, à m'en faire offrir par des copains qui savent que j'aime ça, ou en acheter aussi beaucoup, notamment chez nos clients. Donc toutes les semaines, je goûte de nouvelles choses. Mon dernier coup de cœur, c'est un Châteauneuf du Pape du domaine d'Urieux. Donc c'est pas très loin de chez nous. Alors c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien goûter des vins du Nouveau Monde, par exemple, mais j'aime beaucoup les vins du Rhône Sud.
Et j'ai goûté un Château du Pape blanc, donc du domaine que je viens de citer, qui était extraordinaire. C'est pas facile de faire des vins blancs chez nous. Moi, ça me donne beaucoup de travail et je suis assez fier de ce qu'on fait en vin blanc parce qu'on a souvent un beau potentiel aromatique, mais on peut manquer un peu de fraîcheur. Et le Château du Pape du domaine du Rieu avait tout. Il avait des arômes extraordinaires, un très bel élevage, des tanins, même sur un blanc, très soyeux. Et puis, c'est une très belle fraîcheur en bouche. C'est vraiment le style de vin que j'essaie de produire et que les gens retrouveront dans nos cuvées de Irak blanc. Magnifique. Alors on essaiera de s'en procurer une bouteille et de tester ça. Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander? Alors, je lis aussi beaucoup sur le vin. C'est très dur de choisir un livre en particulier. Bon, je pense que chaque amateur de vin doit lire le Dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot. C'est fabuleux. Après, moi, en tant que viticulteur, il y a un livre qui m'a passionné. C'est une histoire des terroirs viticoles, l'histoire géologique des terroirs viticoles. Je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, malheureusement. On va trouver ça, ce sera dans la description, vous Mais inquiétez pas. c'est fantastique. En fait, ça explique en fait qu'il y a une quinzaine de types de terroirs viticoles. Enfin, il y a une quinzaine de types de terroirs géologiques qui sont utilisés en viticulture. Et en fait, ça retrace toute l'histoire de ces terroirs. Et donc, j'ai retrouvé notamment l'histoire de notre terroir de Guélé-Roulé. Et donc là, ça nous explique effectivement ces millions d'années qui sont écoulées depuis que le Rhône a mené ses galets, comment le Rhône a charrié ses galets, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils apportent au vin, etc. Et donc ça nous permet de mieux mesurer la chance que l'on a de travailler sur ce terroir. Et puis bon, ça relativise les choses, quoi. On marche sur des choses qui ont 3 millions d'années, quoi. C'est fou, quoi. Ça donne ça permet de se faire découvrir une autre facette de son métier de vigneron. C'est clair. Comptez sur moi pour retrouver les éléments sur le livre. Je vous mettrai tout ça dans la description également. Et puis moi, je vais essayer de le lire. Faulkner, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus le nom de l'auteur. Écoute, je te tiendrai au courant. Je te ferai confirmer. Ça m'intéresse de retrouver, oui. Je te ferai confirmer que c'est bien le bon si je le retrouve. Top. Et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer? Alors, pour réduire ton empreinte carbone, je suggère de pas aller très très loin. On a de merveilleux vignerons dans la région, et tu en as un, 2 pas d'ici, qui fait du Tavel aussi, qui s'appelle Eric Pfifferling. Alors il fait du Tavel, du Dirac, du Côte-du-Rhône, du vin de pays comme nous, mais avec une approche vraiment complètement différente. Il travaille en biodynamie, il fait des produits extraordinaires et qui sont très différents des nôtres. Donc, je pense que je le conseille à tous. Et en plus, on est vraiment voisins. Il est à 100 mètres de chez nous. Top. C'est pas la peine d'aller très très loin. On peut presque essayer de caler ça dans le planning pour en faire une de plus en étant ici, mais on verra ce qui est possible. Mais si c'est pas possible, ça me fera une très bonne excuse pour revenir à Tavel. Voilà. On est dans un endroit dans lequel il fait beau, il y a des belles vignes un peu partout, donc je vous invite aussi, pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent encore une fois, à venir, parce que vraiment je pense que ça vaut le coup, il y a beaucoup de choses à découvrir. Richard, mille merci pour cette dégustation, pour cette découverte, aussi pour nous avoir ouvert un peu ton histoire et ce que tu fais ici. C'était un plaisir de découvrir tout ça. Je te souhaite le meilleur pour tous les défis encore que tu as à relever pour la suite. Merci. Merci et bonne découverte à Tavel. Merci beaucoup.